Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera politique et l'essentiel de l'actualité, commenté, analysé, développé et décrypté par la rédaction et nos invités. Et justement, pour décrypter l'actualité, je reçois pour vous, chez vous, André Silver-Conin, il est journaliste éditorialiste. Assalé Tiemoko Antoine, journaliste directeur général de l'Éléphant déchaîné. Alafé Wakili, journaliste directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Docteur Arthur Banga, il est historien. Et enfin, docteur François Conan, journaliste au Nouveau Réveil. Bonsoir, chers confrères, chers invités. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, on va évidemment parler politique. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron ont noté en fin de semaine dernière la nécessité de maintenir la stabilité en Côte d'Ivoire après un tête-à-tête à l'Élysée. Ils ont noté la nécessité de maintenir la paix et la stabilité retrouvées dans le cadre de l'élection prochaine qui devrait contribuer, selon eux, à raffermir cette paix en Côte d'Ivoire, selon une note de la présidence ivoirienne, le film de la rencontre, et on en parle juste après. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a eu ce vendredi un déjeuner avec son homologue français Emmanuel Macron à Paris, en France. Cette rencontre a été le cadre pour échanger sur plusieurs questions d'actualité, notamment la future présidentielle du 31 octobre 2020. J'ai eu un excellent déjeuner de travail avec mon ami le président. Nous nous sommes réjouis de nos convergences de vues sur la situation économique et politique en Côte d'Ivoire, notamment l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, dans un climat de paix. Le Conseil constitutionnel a reçu jeudi de la Commission électorale indépendante, CEI, 44 déclarations de candidature pour ce rendez-vous électoral, dont celle de l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara. Alors, chers invités, à 2 mois d'une présidentielle ivoirienne autour de laquelle il y a pas mal de commentaires, une rencontre entre le chef de l'État ivoirien et son homologue français, ça a fait jaser toute la semaine tous les analystes et commentateurs plutôt de la vie politique. Vos réactions ce soir? Alafé? Oui, il y a eu beaucoup de réactions. Il faut noter qu'au départ, on a pensé que cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Les premières réactions disaient d'ailleurs qu'elle n'aurait pas eu lieu. Ensuite, ces réactions ont dit que c'était une rencontre clandestine, qui n'était pas à l'agenda, qu'il n'y avait pas de médias ni de photographes. Bon, finalement, on a vu des images, on a vu des photos, on a vu des images vidéo. Donc, c'est ce que je constate. Je veux aussi dire que si les informations laissant entendre que la rencontre s'est mal déroulée étaient avérées et exactes, on a en face un chef d'État qui est résilient, c'est-à-dire sorti d'une douche froide à l'Élysée, sans modifier son agenda, recevoir ses collaborateurs tout sourire, leur dire que tout va bien, aller à Niamey, rencontrer ses collègues chefs d'État, faire un sommet CEDEAO, tout va bien, venir à Abidjan, aller à Bongouanou, parler et puis ne montrer aucun signe de panique alors que tout a été négatif à l'Élysée. Et en même temps, on a un chef d'État totalement résilient et qui est peut-être dans un déni total de réalité. Et en même temps aussi, on a peut-être quelqu'un qui est le contraire du sous-préfet qui recevrait ses instructions de Paris qu'on a toujours voulu présenter. Donc ça, c'est l'absurde. Mais je pense que c'est dans les jours à venir, de toutes les façons, on en saura un peu plus par rapport à toute la littérature qui a été servie et à toutes les versions qui ont été servies tendant à dire que c'était totalement négatif depuis quelques jours. Arthur Banga, votre analyse? D'abord, première chose, c'est le poids de l'histoire. Le poids de l'histoire entre nos pays, la France et la Côte d'Ivoire, sont des pays intimement liés sur le plan historique. Et nos chefs d'État ont, pour la plupart, eu des relations cordiales, même s'il y a eu l'intermède de Laurent Gbagbo qui a eu des relations plus compliquées. Et deuxième chose, le contexte du moment a donné beaucoup d'intérêt à cette rencontre, d'où tous les commentaires qu'on a pu avoir. Pour 2 choses. La première chose, c'est que il y avait un enthousiasme d'Emmanuel Macron quand le président de la République a décidé de ne pas se représenter. Et en ce moment, les gens estimaient que son silence devenait assourdissant face à la nouvelle situation du président de la République. Et du coup, la pression autour des 3e mandats en Afrique s'emparait aussi de cette rencontre. Voilà. Et pour les présidents français, c'est quelque chose d'important.
On se souvient encore de tout ce que Sarkozy a payé pour avoir reçu Kadhafi avec ses tantes, les questions de droits de l'homme, d'éligibilité, du troisième mandat allaient se mêler à cette rencontre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on a beaucoup de commentaires, de comptes rendus différents, mais ça prouve aussi l'intérêt que les gens ont pour notre pays. C'est-à-dire, on le voit dans tous les communiqués, même si on peut avoir des versions différentes, il y a quelque chose qui revient. La stabilité de la Côte d'Ivoire était au cœur de cette rencontre-là. Ça prouve quoi? Ça prouve que si les Ivoiriens n'ont pas conscience de la paix et de la stabilité de leur pays, il y a des gens qui savent que ce pays-là est important et qui veulent travailler à ce qu'il soit dans la paix et dans la stabilité. Et en ce moment-là, c'est un entretien constructif. Je pense que... troisième chose qui me marque sur cette rencontre, c'est un peu la catastrophe idéologique dans notre pays. Voyez-vous, certains partis, certaines personnes qui ont crié « pas de France dans nos histoires », pas de colonisation, pas de sous-préfet, ceux-là attendent d'une rencontre comme celle-là. Donc, idéologiquement, ils sont faibles. Moi, idéologiquement, si je me positionne comme quelqu'un qui est contre l'influence de la France en Afrique, je ne souhaite même pas cette rencontre. Je dis, ouais, mais le président français n'a même pas à se prononcer. Si nous ne sommes pas d'accord pour un troisième mandat, c'est à nous, Ivoiriens. À la limite, je réclame que la CEDEAO et l'Union africaine se prononcent, mais je n'attends pas quelque chose Et l'autre contrat aussi, ceux qui en 2010 criaient communauté internationale, communauté internationale, communauté internationale, sont ceux aujourd'hui qui disent que la communauté internationale ne doit pas se prononcer dans nos histoires. Donc la faiblesse idéologique dans nos pays, dans nos partis, est quand même quelque chose qu'on doit corriger pour avoir plus de cohérence dans nos positions, qu'elles soient nationales ou internationales. Très bien. C'est aussi votre avis, André Silver? Alors, moi, je relève tout de suite que nous sommes à 6 semaines à peu près... Aujourd'hui, nous sommes à 48 jours de la présidentielle. Voilà, de la présidentielle ivoirienne. Et un président africain, un président ivoirien, va en France, donc à la veille d'un scrutin présidentiel important, pour rencontrer un président français. Vous ne verrez jamais un président, du moins, je ne dis pas jamais, jusque-là, nous n'avons pas encore vu de président issu d'un pays anglophone aller quérir un rendez-vous avec le Premier ministre britannique ou la reine d'Angleterre. Voyez-vous, c'est ce rapport france-africain que nous entretenons avec la France, de part et d'autre, parce que vous avez vu les lettres adressées à Macron et le rendez-vous pris avec Macron, les lettres adressées à Macron par des opposants et le rendez-vous pris avec le président français Emmanuel Macron par le président Ouattara, et montre que nous avons échoué quelque part. Je l'ai dit de façon constante, les pères fondateurs ont acquis pour nous l'indépendance. Et leurs successeurs devraient mieux se libérer de cette tutelle. Malheureusement, il n'en est pas le cas. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est ce qui est ressorti donc de cette rencontre. On ne saura peut-être jamais, mais je me base sur les déclarations du président lui-même. Premier tweet. J'ai eu une rencontre fructueuse avec mon ami Emmanuel Macron. Nous avons eu une convergence de vues sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Quelques instants après, un autre tweet du président Alassane Ouattara. L'expression ami saute, l'expression convergence de vues saute. Par la suite, de retour de Niamey, le président Alassane Ouattara, il y a une note qui est publiée sur la page officielle Alassane Ouattara, Facebook, où dans cette note, on revient sur la convergence de vues avec Emmanuel Macron. Ce poste, il est supprimé par la suite. Où voulez-vous en venir? Alors, très clairement, quelque chose s'est passé pendant ce déjeuner. Et manifestement, il y a eu soit un cadrage de l'Élysée, ce qui fait que le
le président est obligé d'enlever certains thèmes, soit il y a eu un autocadrage de la présidence parce qu'il n'y a pas eu convergence de vues comme on voulait le faire croire. Assalé? C'est pratiquement dans la même dimension que je vais me prononcer dessus. Comme tu l'as dit, il y a une faiblesse idéologique et à mon grand regret, je constate que ce soit l'opposition ivoirienne ou le parti au pouvoir, la France continue de faire fantasmer les Ivoiriens. Voilà, que le président Ouattara, à la veille d'une élection présidentielle, aille à Paris, entre guillemets, pour obtenir en quelque sorte l'onction de Paris par rapport à sa candidature, est une chose qui paraît curieuse. Que les opposants, eux aussi, demandent à la France de se prononcer dans une affaire ivoiro-ivoirienne, ça aussi démontre que finalement, quel que soit le bon politique auquel on appartient en Côte d'Ivoire, nos dirigeants sont convaincus que c'est la France qui décide ici en Côte d'Ivoire. Et ça, 60 ans après l'indépendance, quand on voit ça, on est particulièrement frustré de constater ça. Il faut dire aussi que ce qui est un peu étrange dans cette affaire, c'est que l'Élysée n'a pas fait de communiqué officiel sur cette rencontre-là. Par conséquent, jusqu'à ce jour, on ne peut que spéculer sur la base de quelques informations qui sont livrées ici et là par des confrères internationaux. Et vous n'avez pas d'éléments consistants pour apprécier. Le président Ouattara est arrivé de Paris, il a fait il a donné une conférence, il a dit ce qui s'est passé, selon lui, ce qui s'est passé à Paris. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le président Ouattara, il est toujours candidat. Et qu'il va aller à l'élection présidentielle Le 31 octobre. Au 31 octobre. Donc, par conséquent, Paris n'a pas pu empêcher le président Ouattara, comme les opposants l'ont demandé, de ne pas se présenter. Et donc, c'est ce qu'on peut juger. François Conan? Oui, je vais rejoindre un peu docteur Banga parce que j'ai l'impression qu'en Afrique, quand on a un petit problème interne, on court pour aller, c'est l'Afrique francophone, on court pour aller vers nos anciens maîtres, les colons. On a encore ce manque d'émancipation qui plombe nos actions. Et on n'est pas souvent étonné, on ne peut pas être étonné, que la France fasse de l'ingérence à chaque fois que les pays africains ont un souci. On a vu en 2010, c'est la France qui a fait le dénouement. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit aller au-delà pour sortir de cet assujettissement à chaque fois, pour aller vers la France, la grande France. Comme si nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de résoudre nos propres problèmes. Deuxième chose, c'est que j'ai été moi-même frustré de la façon dont le président a été reçu en France. Macron a eu des priorités, il a tourné avant de finalement venir recevoir notre président. Vous en savez beaucoup sur l'agenda. Non, mais bon. Et ensuite, il n'y a pas eu un schéma protocolaire ordinaire comme on le ferait habituellement, comme on recevrait tapis rouge, etc. Mais je le dis. Donc moi, j'ai été particulièrement frustré de la façon dont le jeune président français a reçu le nôtre. Voilà. Arthur Banga? Puisque là, on invoque l'histoire, je vais rapidement revenir sur une histoire qui est quand même différente entre la décolonisation britannique est tout à fait différente de la décolonisation francophone. Voilà. Et en plus, pour la Côte d'Ivoire, l'outil, l'homme qui a arbitré cette décolonisation avec De Gaulle, c'est Houphouët-Boigny, qui l'a incarné, qui l'a mis en place. Et ce poids, malheureusement, on est en train de préparer un papier d'ailleurs à l'Université d'Abidjan, IN, entre parenthèses, dépendance 60 ans après. Ce poids, on n'arrive pas à s'en défaire. Pourtant, contrairement à 1960, on a des outils. Le premier outil, c'est la ressource humaine qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas en 1960. Le deuxième outil, c'est la diversité des partenaires. Et troisième chose qui peut expliquer ça, et je reviens depuis quelques semaines que vous m'invitez, sur la faiblesse de nos institutions. C'est parce que, clairement, on n'a pas confiance à nos institutions, qu'on est obligé de chercher à chaque fois ailleurs. On le voit aujourd'hui dans le football, malheureusement, on en a parlé sur cette émission. Cette faiblesse des institutions va amener à chaque fois à s'intéresser à des bras qui vont venir d'ailleurs pour essayer. Ce qui n'est pas... Je pense que 60 ans après, on doit essayer de travailler pour être de plus en plus libre, de plus en plus ouvert dans la prise de nos décisions. Je pense aussi qu'il ne faut pas avoir de complexe. Le monde est interdépendant. Peut-être d'autres le font de façon moins visible,
mais Washington, on a vu l'interdépendance entre Londres et Washington. Il y a même un chef d'État britannique qui a été un premier ministre britannique qui a été traité de caniche de Bush, là. Donc, voilà, donc il a suivi tout ce qu'il a dit par rapport à la guerre d'Irak. Donc il y a une interdépendance. Nous n'avons aucun complexe à avoir, après tout. Il n'y a aucun complexe à avoir. Il n'y a aucun complexe à avoir lorsque c'est avec la France, de la même manière lorsque nous sommes en relation avec la Chine, de la même manière lorsque nous sommes en relation avec les États-Unis ou la Russie. Il n'y a pas longtemps, des chefs d'État africains, des décideurs africains se sont retrouvés à Sochi. Peut-être pas à la veille d'une élection, ils sont partis là-bas pour un sommet Russie-Afrique. Quand c'est des sommets France-Afrique, on sort les grands mots de dépendance. Mais quand c'est Chine-Afrique, ça passe. Quand c'est États-Unis-Afrique, ça passe. Quand c'est pays arabes-Afrique, ça passe. Il ne faut pas se nourrir de complexes. Est-ce que non, je pense qu'il fait une confusion. Non, il faut arrêter ça, pas de confusion. Il faut expliquer ce que tu veux dire. J'insiste pour dire qu'il fait une confusion. Pas de confusion. À la fin, je vous redonne la parole. Non, je ne fais pas de confusion. D'accord. Voilà, j'ai expliqué quelque chose, ce n'est pas une confusion. La confusion serait de mal comprendre et de prétendre que c'est une confusion. C'est entendu. André Silver, votre point de vue. Il explique ce qu'il a dit sans qualifier ce que j'ai dit de confusion. Absolument, absolument. André Silver. Alors, je pense qu'il ne faut pas faire de confusion entre il n'y a pas de confusion. Les relations... On va les laisser aller un peu plus loin pour comprendre ce qu'il veut exprimer. Les relations entre les pays et ce genre de relations, on va dire B2B, entre personnalités, entre chefs d'État. Imaginez alors qu'à la veille d'une élection importante, un président d'un État européen aille s'entretenir de la situation politique de son pays avec un autre président. Ce serait tellement grave dans ce pays que l'opinion elle-même en serait choquée. Et donc, non, c'est quand même assez... Moi, je l'ai dit au moment où il y a eu cette rencontre, tout ce que j'avais à dire, c'est j'ai honte. J'ai honte parce que 60 ans après, on refuse alors obstinément de nous émanciper de la tutelle française. Parce que Macron, il n'en a même pas besoin. C'est nous qui menons la démarche vers lui. Mais le plus criant pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait? Tant que c'est dans une procédure qui viserait à renforcer les acquis démocratiques, cela est encore prenable. Mais on a bien conscience qu'il y a un problème et on espère avoir du moins le soutien de la France, sinon son silence, et cela, ça me pose un problème. Oui, bon, d'accord. Alors, comme il a attiré l'attention de la FUS sur ce point de vue, on lui donne la parole. Entre la France et l'Allemagne, la relation France et Allemagne, il arrive que souvent, pendant une campagne en France, le candidat, l'Allemagne, la question européenne, la question de l'euro est au cœur des débats. Il y a des candidats qui vont en Allemagne pour des rencontres. Et il y a d'autres candidats, juste après leur élection, qui ont besoin d'aller à Berlin pour être adoubés, pour rencontrer Merkel. Mais ça peut vexer. On a vu Hollande, avant même son investiture, ou juste après, il est parti en Allemagne. Macron n'a pas fait quelque chose de différent. S'il vous plaît, il n'y a pas de confusion. Alors, on va consulter l'historien tout à l'heure, on laisse à la terminer. Selon les pays, selon chaque réalité, il peut arriver que l'extérieur soit déterminant dans l'appréciation des choses. Et il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis de cela, et il ne faut pas considérer que les exemples donnés sont des confusions. Il faut les prendre tels qu'ils sont. Très bien. André, je veux dire qu'il ne faut pas occulter aussi le poids de l'histoire, hein, comme tu l'as dit. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la France sont des relations, j'allais dire, presque filiales, hein, entre un pays, la France qui est le père, et puis la Côte d'Ivoire qui est le fils. Et donc, de ce point de vue-là, on peut comprendre ce nombre de choses. Et puis, peut-être qu'il faut relativiser aussi un peu, hein. Comme Alafé l'a dit, moi, j'ai suivi les élections de 2012 en France, entre Hollande et puis Sarkozy. Il y a des débats au cours desquels Sarkozy a déclaré, sans aucune montre, qu'il avait le soutien de Merkel.
Voilà, ça c'est arrivé. Moi, j'ai suivi ce Sur des questions... Non, non, j'ai engagé... Alors, monsieur, on ne va pas faire un débat de sourds, s'il vous plaît. Je vous donne la parole. fini. Il a dit clairement, Merkel soutient ma candidature. Le thème était clair. Je veux dire, ça c'est à l'extérieur. Mais en Côte d'Ivoire, pour les nouvelles générations, après 60 ans d'indépendance, on estime que franchement, pour une élection qui se passe chez nous, que ce soit le pouvoir, que ce soit les partis d'opposition, on n'a pas à aller demander l'avis de la France. Vous, sur le plateau, votre point de vue, c'est qu'on aille à la rupture. Pas la rupture. Enfin, la rupture avec cette pratique. Je veux dire, l'élection présidentielle, je finis dessus, l'élection présidentielle est un acte de souveraineté pour un pays. Que les opposants prennent des courriers pour demander à la France d'intervenir dedans, moi, je me choque. Que le pouvoir aille en France pour dire il y a le soutien, il y a une convergence entre moi et le truc, ça aussi, ça pose un problème. Mais ce que je veux dire, pour finir, c'est que la France, dans tous les cas, n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Et pour préserver ses intérêts, c'est la stabilité qu'elle recherche. C'est ce point-là que je voulais dire. François Conan. Voilà. Qu'on sorte de ce complexe historique pour que, enfin, on se présente à l'autre avec dignité. C'est de ça qu'on parle. On parle de... Quand il parle de Merkel avec, je ne sais pas... Hollande, mais c'est des chefs d'État qui discutent d'égal à égal, sur des points précis. Et dans le cadre du président ivoirien, son homologue français, ce n'est pas d'égal à égal. Non, mais si on doit aller demander l'avis de Macron sur notre élection, pour qu'il donne son onction ou bien sa caution à une candidature, je trouve qu'il y a un problème quand même. Très bien. Arthur Banga. Rapidement, il y a quand même deux choses. Hein. Voilà. Moi, je me rappelle, Sarkozy, par exemple, en 2012, était très fier d'avoir eu Obama en appel téléphonique direct. Voilà. Parce que, mais là, il a besoin de se donner une posture de président mondial, etc. Et quand on parle du couple franco-allemand, je pense qu'on est quand même dans quelque chose de différent. Parce qu'il y a des questions qui intéressent ces deux pays. L'euro, la construction européenne, le poids de l'Europe dans le monde. Donc, sur ces questions-là, c'est normal qu'on ait des trucs. Mais c'est quand même une différence aujourd'hui quand on parle de relations France-Afrique, de relations France-Côte d'Ivoire. Première différence, je l'ai dit, c'est le poids de l'histoire. On a une relation un peu complexifiée parce qu'on a été une colonie, et de la colonie la plus proche d'ailleurs. Même si dans ce jeu de rôle, je pense qu'il faut lire des travaux, je ne vais pas citer ma thèse, mais les travaux de Jean-Pierre Batte qui sont assez intéressants sur la France-Afrique, souvent se trompent même parce qu'il y a des fois où les présidents africains, qui sont au Biafra par exemple, ont amené la France à intervenir. Voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a quand même cette impression que finalement, on attend trop ou on va trop vers ce poids de la France. Un poids d'ailleurs qui est surestimé parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs qui peuvent contrebalancer. Et certains pays jouent d'ailleurs sur cette différence. Regardez aujourd'hui la Turquie, qui presque le font bomber par la France. On ne veut pas de la rupture, on veut juste qu'il y ait plus de progrès, plus d'égalité dans nos relations. De toute façon, c'est ce que Macron avait appelé lui-même comme rupture avec la France-Afrique, d'où son discours à Ouagadougou, par exemple. Alors, je comptais passer à un autre sujet. André Seigner, rapidement. Mais moi, je souhaite vraiment qu'on revienne un peu sur cela, parce que les pays anglophones en Afrique ont été colonisés par... Ils n'ont pas eu la même décolonisation. Voilà. Oui, non, je suis d'accord. Il y a aussi le poids de l'histoire. Mais on doit vraiment revoir nos rapports à la France, d'autant que, regardez autour de nous, ce sont des pays francophones. C'est dans ces pays... excusez-moi. Il y a eu des modifications de constitution dans des pays francophones. La Côte d'Ivoire, la Guinée, je crois la Mauritanie, on va dire néo-francophone. Mais ce serait un scandale, au Ghana, au Nigeria, qu'il y ait ce genre de modification de la Constitution. Est-ce que ce n'est pas le poids de l'histoire comme il expliquait? Voilà, mais justement... je vais dire... Mais ils ont connu des pays dictateurs aussi. Non, c'est Dada, bien sûr, comme dans les pays africains, dans les pays francophones aussi, il y a eu des coups d'État et autres. Mais je vais dire, ce sont les hommes qui donnent du poids aux institutions. Voilà, et malheureusement, nos dirigeants, certains dirigeants d'Afrique francophone, sur la base justement de l'onction ou non de la France, ne participent pas toujours au renforcement de nos acquis démocratiques et surtout au renforcement de nos institutions, comme le demandait d'ailleurs, comme le disait Obama.
Très bien. Alors, autre sujet qui a marqué l'attention de toute cette semaine, le président Ouattara a achevé hier sa visite d'État de 4 jours dans la région du Moronou par un meeting géant à la place de la République de Bongouanou. Le chef de l'État a fait remarquer que l'élection présidentielle du 31 octobre, justement, ne doit pas être source de violence, de tension ou de haine, mais plutôt une occasion d'enraciner la démocratie dans notre pays. Je vous propose de l'écouter et je prends vos commentaires et vos avis juste après. Place publique de Bongouanou. L'espace du meeting de clôture de visite d'État dans le Moronou grouille de monde. La cité des Hérons est debout pour accueillir le chef de l'exécutif en tournée républicaine sur les terres du peuple Agni, Morofoué. Les groupes d'animation rivalisent d'ardeur. C'est dans cette ambiance surchauffée que l'hôte de marque du jour fait son entrée. Pour le maire et le porte-parole des populations, il faut lire derrière cette mobilisation la reconnaissance du Moronou au président Ouattara, qu'il a érigé en région en 2012 et qui a posé plusieurs autres actions pour impulser le développement. Vous avez posé des actes forts en faveur du développement de notre région, notamment la construction d'un château d'eau à Bongouanou, la réhabilitation de l'axe Bongouanou-Akoupé et récemment de l'axe Bongouanou-Demokro. Vous êtes, Excellence, un homme d'action concrète, le réalisateur efficace d'infrastructures abondantes, dont vos contradicteurs, tout en vous critiquant, en apprécient les juteux et savoureux fruits. Se réjouissant de cette autre ferveur populaire, autour de sa 30e visite d'État dans le pays, Alassane Ouattara a fait savoir que les acquis réalisés dans le Moronou sont le fruit du climat de paix. Merci pour votre importante contribution, chers chefs traditionnels, au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. La paix est la chose la plus importante. Je sais que nous sommes tous très attachés à cette paix. Nous ne voulons plus de violence dans notre pays à cause des élections. Si on veut être candidat, on se présente, il y a des institutions. Si les institutions valident votre candidature, vous vous présentez au peuple de Côte d'Ivoire. Partout sur sa route, la mobilisation a été au rendez-vous. De quoi réjouir des membres du gouvernement. On voit toute cette mobilisation. Je crois qu'il faut comprendre que c'est comme une adhésion à la politique de paix, à la politique de développement, à la stabilité que le président Ouattara a apportée au pays. Et je veux croire également que c'est un signe d'encouragement pour poursuivre cette politique les 5 prochaines années. Aujourd'hui, vous avez plus de villages qui ont de l'eau, de l'électricité, des écoles, des centres de santé. C'est pas ça le bonheur. Après le succès de cette tournée, le président Alassane Ouattara et sa délégation ont le regard tourné maintenant vers la Marawi. L'élection présidentielle du 31 octobre prochain ne doit pas être source de violence, de tension ou de haine. Vous venez d'entendre le président Ouattara. Réaction, André Saleh Tiemoko? Ça s'inscrit dans un grand programme de visite d'État. C'est la 30e région que le président visite, celle du Moronou. Après, je crois, il y a la Marawi qui doit visiter pour boucler la boucle. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette visite, c'est dans un cadre préélectoral. Et donc, tout le débat se situe à ce niveau-là. Est-ce que c'est le chef de l'État qui était allé à Moronou, qui est allé à Moronou, ou dans le Moronou, ou bien c'est le candidat du RHDP qui est allé dans le Moronou? M. Afinguissa, vous le savez, a dit qu'il aurait pu être là-bas si M. Ouattara n'était pas candidat. Et dès l'instant où il a dit qu'il est candidat, lui, Afinguissa, ne peut pas aller dans une salle pour écouter le discours d'un candidat à la présidentielle. Et donc, le contexte fait que la visite d'État est noyée dans le schéma de pré-campagne électorale. Sinon, on sait tous que c'est depuis pratiquement 2013 que les visites d'État se font et qu'elles devaient se poursuivre. Malheureusement, le candidat Ouattara était, il y a 3 mois, non candidat. Et donc, dans ce cadre-là, cette visite aurait pris une autre dimension. Mais maintenant qu'il y va en tant que candidat, automatiquement, ça tombe sous l'ambiance de la politique politicienne. André Silver? Alors, moi, cette réaction de Pascal Afinguissa m'a fait aller fouiller quand même dans les archives. Septembre 2010, à un mois de la présidentielle, Laurent Gbagbo aussi a fait une visite d'État à Botro
Et alors, Pascal Affi-N'Guessan était son directeur des campagnes et il était très content de cette visite. Mais ses adversaires n'étaient pas là-bas. Hein. Oui, justement. Pour dire que, vous voyez, c'est cette forme de politique que moi je dénonce. C'est dire qu'on n'est pas cohérent. Ça, c'est pour la parenthèse. Je vais vous surprendre. Dites-nous. Pour moi, l'expression visite d'État, déjà, me pose un problème. Et c'est une sorte de... Je vais dire, c'est une hérésie, on va dire, étymologique. Depuis 1960, un chef d'État qui va en visite dans son propre État, ça n'a aucun sens. Parce que dans l'ordre protocolaire, bien sûr, il y a les visites d'État. Donc, un chef d'État qui va en visite dans un autre État, il y a la visite officielle, il y a la visite de travail, la visite privée. Donc, un chef d'État qui va en visite dans son propre État, ça n'a aucun sens étymologique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est pour moi une forme de faillite de la gouvernance. Je vais expliquer. Voyez-vous, je prends un exemple. Il y a eu un village qui a eu donc l'électrification mise sous tension à Srikro. Je connais très bien parce que par ailleurs je suis planteur et j'ai des exploitations dans la région du Nzi et du Moronou. Alors, la visite d'État a été programmée en août 2020. Août. C'est en août que le ministre Sidiki Diakité a donc informer les populations du Moronou qu'il y aurait cette visite. En un mois, on ne met pas des poteaux électriques, on ne parvient pas à électrifier un village. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce village avait bénéficié de l'électrification bien avant. Bien avant. Alors, pour être plus précis, depuis près d'1 an, ce village a déjà l'électricité. Mais on attendait que le président arrive pour la mise sous tension. Donc pendant près d'1 an, les populations qui avaient le droit légitime d'avoir l'électricité devraient attendre. Je vous apprends, dans le Nzi, le président a fait la visite dans le Nzi en 2019, en septembre 2019, si mes prévois sont... Septembre 2019. Jusqu'à présent, les promesses qui avaient été faites n'ont pas encore forcément été tenues. Et je prends un village comme Kwelessou, Asika Kwelessou, où les poteaux électriques sont là depuis. Quand il y a des funérailles, on demande la permission à la CIE et il y a la mise sous tension. Mais tant qu'une autorité n'est pas venue mettre sous tension, les populations sont obligées d'être toujours dans le noir. Et c'est un exemple précis de faillite de la gouvernance. On est dans la gouvernance conjoncturelle, alors que ces trucs devraient être structurels. Très bien. Arthur Banga. Bon, d'abord, pour revenir à ce qu'Alafé disait, oui, c'est... Pardon, Salé, désolé. Il disait, puis oui, c'est le contexte, hein, mais c'est pas... Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi dans la Convention des Républicains. Trump a fait son message son dernier message de la Maison-Blanche. Et on a eu les mêmes débats qu'on a eu sur la visite d'État. Durant les attentats de Toulouse, Mohamed Merah, Sarkozy, candidat, a dit reporter sa veste de président, ce qui a fait gagner 1 ou 2 points dans les sondages. C'est toujours quelque part un petit avantage hein, pour celui qui est au pouvoir d'aborder ces questions-là. Et la même chose que les voyages internationaux dans les grands pays. Pour Vina Sikonti disait, dans les grands pays, le président candidat va tout faire pour profiter d'un G7, d'un G20, pour se donner l'image d'un président. C'est son avantage. Après, on ne peut pas demander à un président d'arrêter d'être président jusqu'au 31 octobre. On a vu l'exemple de Laurent Gbagbo. On a vu même Laurent Gbagbo en 2010 qui a pris sur le plateau la décision de coup-feu parce qu'il était président de la République. Alassane Ouattara reste président de la République. C'est sûr qu'il va essayer de tirer au maximum le drap vers lui. La notion de visite d'État ramène un peu à la construction de notre pays, de notre nation. On a peut-être une personnalisation, une présidentialisation de notre régime qui fait que le déplacement du président doit rimer avec un boom de développement. Quand cette vision du président, du père de la nation... du modèle Houphouët. Du modèle Houphouët. Il y a eu aussi la décentralisation à travers les fêtes tournantes. C'est à peu près le même esprit qui est resté. Il faut peut-être qu'on réfléchisse à
à moins personnaliser ça, à le rendre plus intéressant. Mais si ça peut permettre d'avoir des routes, des choses dans nos villages, mais tant mieux pour les populations, même si je pense qu'on doit aller vers... Pour terminer ce que André disait, je dis même dans le domaine international, hein, quand Macron est arrivé, il a inauguré un marché à Bouaké, mais le marché était prêt avant qu'il n'arrive. En général, normalement, on doit ouvrir l'infrastructure, mais on lui laisse toujours un jour d'inauguration pour remettre officiel, pour meubler. Et souvent, moi j'étais à la visite d'État d'Unzi, par exemple, le commissariat de Bokanda. Justement, c'est la visite d'État qui a fait que les travaux ont été accélérés pour qu'on puisse avoir ce commissariat. Donc, il peut y avoir des bénéfices dans cette visite d'État. Et je comprends que l'opposition interprète ça comme quelque chose de campagne, mais ce n'est pas que sur nos horizons. Partout, le chef de l'État va toujours essayer de profiter de sa position de chef d'État quand il est candidat pour renforcer son image. En France, Jospin, Premier ministre, démissionne pour affronter Chirac. Mais quelques années plus tôt, Chirac reste Premier ministre, je crois, pour affronter Mitterrand. Et on a eu le grand débat des deux à l'époque. 88. Voilà. Donc, c'est dire qu'ici, nous avons peut-être une démocratie à construire. Il a donné l'exemple du président Gbagbo. Il a donné aussi, on n'a pas donné l'exemple de 2015 où le président Ouattara était déjà président en exercice et il était candidat. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de débats à l'époque. Il était président en exercice et candidat. Et en 90, le président Houphouët-Boigny était candidat face au président Laurent Gbagbo alors qu'il était président en exercice. Cela dit, moi j'ai suivi les débats sur la notion de visite d'État. Voyez-vous, heureusement que ce n'est pas nouveau. On nous dit que c'est une hérésie ou une escroquerie ou une mauvaise pratique africaine. Mais les faits sont simples. Ça aussi, on doit revenir peut-être à nos réalités africaines. La visite d'État qui se déroule à l'étranger, c'est cette visite qui est transposée dans une nation et qui devient une visite d'État. À l'étranger, une visite d'État, c'est 3 jours. Elle donne lieu à des déploiements de la part du pays ami vers lequel on va et à un certain nombre d'accords et à un certain nombre d'annonces. Souvent, le président va devant le Parlement pour agir. Il y a tout un appareil républicain qui sort. Donc, lorsque, dans un État, le gouvernement, le chef de l'État, décide de déployer les grands moyens de l'État en direction d'une région, et là, on le fait en direction d'une région, mais un président peut venir et peut faire des visites d'État par département. Au lieu d'aller dans la région de Bongouanou, bon, c'est vrai, à partir de Bongouanou, on touche les départements, mais on décide de déployer l'État dans ces départements-là, dans ces régions, de décentraliser l'État à la faveur d'une visite du chef de l'État. Qu'est-ce qui est aberrant? Qu'est-ce qui est hérétique dans ça? Pourquoi on veut nous enseigner des coups de diplomatie pour dire que c'est des pratiques africaines, c'est des choses inacceptables? Ça s'explique. Cela dit, les questions qui ont été posées sur la tenue des promesses méritent d'être relevées et il est important qu'il y ait un suivi et qu'on s'assure que depuis septembre, que ce soit en campagne ou pas, les politiques disent des choses qui ne sont pas immédiatement mises en application et qu'au-delà de ce cas particulier qu'on voit dans les 30 visites d'État qui ont déjà eu lieu, qu'est-ce qui a été effectivement obtenu, quelles promesses ont pu être tenues. Ça, c'est un thème de bilan à faire. François Collin, d'abord. Oui. Parlant de développement, on peut se poser la question, est-ce que réellement les visites d'État apportent le développement? Quel est votre point de vue? Moi, je dis que c'est des choses ponctuelles et la plupart du temps, c'est des promesses qui sont faites dans le Boronou jusqu'en 2021. C'est-à-dire que c'est juste quand on va enjamber les élections qu'on va pouvoir réaliser ce nombre de choses. Moi, il a évoqué le cas de la région du Zi, plein de promesses. Ils ont dit qu'ils allaient faire le bitumage de la voie d'Imbokro, Bokanda, Ananda. On n'a fait que mettre de la terre rouge et aujourd'hui, c'est encore, quand il y a en période de pluie, c'est encore plus grave. Et je pense qu'il y a des structures officielles pour le développement, telles que les conseils régionaux. Il ne faut pas attendre qu'un chef d'État se déplace dans nos régions pour donner les moyens à ces structures que nous-mêmes nous avons créées pour développer les régions. Parce qu'on a l'impression que c'est un échange qu'on fait. Je vous donne le développement, je vous donne des structures, mais en retour, vous devez me soutenir. Je me fais
le sauveur, etc. Moi, je pense qu'il faut rendre le développement permanent. Ce n'est pas une question ponctuelle, ce n'est pas une question de visite d'État. Les structures sont là, les conseils régionaux, les mairies. Donnez-leur les moyens pour développer nos régions. Alors, voyez, souvent, on se demande, 60 ans après les indépendances en Afrique, pourquoi est-ce que nous sommes à ce niveau de développement? Bien sûr, c'est toute une thèse, je dirais plusieurs thèses. Mais le fait qu'on veuille providentialiser le développement pose problème. Aujourd'hui, on a donc un président providentiel qui vient avec le développement. Mais voyez-vous, depuis 1960, il y a des visites d'État. Combien de régions en Côte d'Ivoire sont développées? Voilà, parce que ce sont des mesures conjoncturelles. Pour prendre, je vous ai dit que j'étais planteur, que je connaissais très bien la région. Pour prendre l'exemple du Moronou, l'axe Bongouanou-Dimbokro a été réhabilité à la faveur d'une visite du président Alassane Ouattara en 2015, pendant la campagne. Le président, donc, venait et ce axe qui était vraiment dégradé a été réhabilité, conjoncturel. En 2020, à la faveur de la visite d'État, cet axe a encore été réhabilité 5 ans plus tard. Alors, on attendra chaque fois que le président vienne avec le développement. Non, c'est là, il faut structurer le développement. Cela participe de la vision globale de la gouvernance. Le président a dit, par exemple, que le Moronou était une région à vocation agricole. Et ça n'est pas faux. Mais qu'est-ce que l'État, par exemple, construit là de façon structurelle? Par exemple, une usine de transformation, j'ai dit n'importe quoi, de cacao, une usine qui va être déposée, par exemple, à Timélecro, de transformation des palmiers à huile. Non. Il y a des structures chargées de développement, effectivement, c'est le développement décentralisé. Quand vous prenez, par exemple, l'exemple qui a été pris du PS Gouv, où le gouvernement a récupéré plusieurs missions dévolues aux collectivités, par exemple, la réhabilitation de pompes villageoises. Prenez le dernier communiqué du gouvernement sur le sujet. Vous verrez que un an après avoir déclaré que le gouvernement allait réhabiliter, je crois, plus de 10 000 pompes villageoises, plus de la moitié n'avaient pas encore été réhabilités. Cela veut dire quoi? Ces villages où les pompes villageoises sont en panne attendent la providence, je veux dire le gouvernement providentiel, pour pouvoir bénéficier de cela. On a la chance d'avoir un élu sur ce plateau, Antoine Assalé Tiemoko. Quelle est votre expérience? Je porte la casquette de lui maintenant pour parler. Je laisse celle de... Dites-nous. Vous profitez pour faire la campagne. Pas du tout. Alors là, pas du tout. La campagne, c'est en 2023. On n'est pas encore arrivé. Non, je veux dire qu'effectivement, il y a une structuration à faire. Les collectivités ont été créées, il y a les conseils régionaux, il y a les mairies qui sont chargées de faire du développement local. Et c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dysfonctionnements que même il y a une sorte de diminution progressive des compétences des collectivités dans leur capacité à développer les régions. Je vais vous même donner une information. Nous sommes aujourd'hui le 13 septembre. Donc, à 3 mois de la fin de l'année, les collectivités n'ont pas encore reçu de subvention à l'investissement à cette date. À 3 mois de la fin de l'année. On n'a aucune visibilité sur la question. Donc, dans un tel environnement, c'est le chef de l'État qui devient le seul outil de développement et qui doit, quand il se déplace, envoyer le développement. Combien de visites d'État on peut faire par mois, par semaine, pour qu'il y ait un transfert de développement? Donc il faut, comme ils l'ont dit, transférer effectivement les compétences aux collectivités, leur donner les moyens pour qu'ils fassent du développement local. Vous imaginez que si on doit avoir 1 kilomètre de bitume dans une ville, il faut attendre que le président de la République fasse une visite d'État dans la zone. Si c'est dans 10 ans, ça veut dire que pendant 10 ans, on n'a pas ce kilomètre de bitume. Donc c'est un peu ça qui fait qu'on a l'impression que le président apporte le développement alors qu'on doit pouvoir envoyer tout. À la fin. Moi, je voudrais, relativement à ça, rappeler des grands moments aussi
de cohésion nationale et de l'histoire de notre pays avec les fêtes tournantes de l'indépendance nationale. Vous avez vu que le président Bédié a voulu faire ça, il n'a pas eu le temps. On est toujours resté à Abidjan. Depuis le président Oufoué, ça n'a pas démarré. Le président Gbagbo aussi a été tenté de reprendre, il n'a pas pu. Le président Ouattara avait voulu aussi le faire. Bon. Et quand on le fait, c'est Yamoussoukro après Abidjan. Peut-être, les visites d'État, c'est un peu dans cet esprit-là. Peut-être faudra-t-il trouver un peu plus de stabilité et programmer à nouveau ces choses-là. Parce que quand on le programme, c'est sur un an. Et ça a permis, dans beaucoup de régions de Côte d'Ivoire, d'avoir des résidences présidentielles. C'est ce qui favorise d'ailleurs ces visites d'État. Ça évite que le chef de l'État aille dans des régions, aille dormir chez des particuliers qui ont leur maison, ou aille dormir à l'hôtel. C'est ça, c'est l'esprit. Il y a des résidences présidentielles dans beaucoup de régions de Côte d'Ivoire à la faveur des fêtes tournantes de l'indépendance qui ont eu lieu. Il faut peut-être programmer, parce que le chef de l'État, il est partout, chez lui, sur le territoire. Nous avons aujourd'hui 31 régions, 2 districts. Il y a une résidence à Yamoussoukro, il y a le siège à Abidjan. Les régions qui ont eu la fête tournante, je pense, on les recense. Ces résidences sont entretenues. Il faut regarder les régions qui n'ont pas connu de visite d'État, ou du moins qui n'ont pas connu de fête tournante, et puis bâtir des résidences d'État et des résidences présidentielles là-bas en faisant de véritables programmations. Voilà. Docteur Arthur Banga. Je pense pour terminer sur la question, il y a 2 choses que je vais préciser dans l'organisation. C'est-à-dire que ce n'est même pas que dans le mot de visite d'État. Je prends un exemple. Quand vous dites que la France et la Côte d'Ivoire ont signé les accords le 24 avril 1961, la plupart des accords étaient déjà bouclés. On a attendu une cérémonie pour venir les signer. Voilà. C'est un peu ça. Ça peut être une partie de l'esprit des visites d'État. Il y a déjà des infrastructures qui fonctionnent. On attend de les mettre officiellement, etc. Deuxième chose que je veux dire, je l'ai déjà dit, c'est le poids de l'histoire. On est rentré dans une personnalisation du président, père de la nation, homme d'État, donneur du développement. On a encore du mal à se séparer de cette vision-là qui impacte cet esprit des visites d'État. Troisième chose, l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, si on a créé la décentralisation, c'est fait progressivement. C'est parce qu'au fil du temps, on s'est vu que cette concentration du pouvoir dans une seule personne, même si elle était déconcentrée, n'était pas suffisante pour impulser le développement. Voilà pourquoi on est passé de la déconcentration à la décentralisation. Il faut maintenant aller plus loin dans cette décentralisation sans forcément enlever au président son statut, parce qu'après, électoralement, il y a un petit calcul politique. Je suis président de la République. Si Assalé, maire de Assalé, utilise l'argent public pour faire des choses, il les mettra à son compte, alors que moi, j'ai bien envie que ça revienne à mon compte. Il y a ce jeu politique aussi qu'on ne peut pas ignorer, mais l'un ne doit pas empêcher l'autre. Il faut mettre en place des structures de développement. Je pense qu'on les a. Il faut leur donner plus de poids. Et puis peut-être coordonner des inaugurations de ces structures-là pour les remettre peut-être à l'homme présidentiel. Et finalement, la personnalisation du pouvoir elle est encore trop présente dans nos partis, dans nos structures. Et quand on aura moins de présidents providentiels, on va retrouver moins ces choses-là. Très bien. Alors, avant de poursuivre le débat, chers invités, je vous propose de marquer une toute petite pause. Retour sur le plateau de NCI 360. À présent, on s'intéresse à un autre sujet. Henri Konan Bédié, candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre prochain, a été investi hier samedi par son parti à Yamoussoukro. Dans son adresse à ses militants, Henri Konan Bédié a dévoilé les grandes lignes de son projet de société. Un sujet de Salifia Lekwe. Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, a été durant quelques heures le quartier général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, qui tenait l'investiture de son candidat à la prochaine présidentielle d'octobre 2020, Henri Konan Bédié. Ce sont des militants venus de toutes les contrées du pays qui ont investi la place Jean-Paul II pour écouter le mot d'ordre du parti. Une occasion de business également. Des t-shirts, casquettes à l'effigie d'Henri Konan Bédié s'arrachent, de quoi donner du sourire. Ça marche très bien. Puisque si on envoie 800, il reste au moins 7 casquettes, c'est déjà fini. Ça marche très très bien. C'est aux environs de midi que l'ancien président Henri Konan Bédié apparaît sur les lieux de l'investiture
ovationné par ses militants. L'honneur revient au doyen des vice-présidents du parti d'Investir, officiellement le candidat, puis Henri Konan Bédié pour dévoiler ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. Un programme qui prend en compte plusieurs domaines, notamment le social, la santé, la sécurité, la réforme de l'administration, la cohésion sociale. Mon ambition majeure pour la Côte d'Ivoire est de réaliser à court terme la réconciliation nationale à travers l'adoption par tous d'un nouveau contrat social pour une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Ainsi, ce jour, je réaffirme solennellement que j'accepte d'être candidat à l'élection du 31 octobre 2020 et j'invite toutes les formations politiques et les plateformes politiques qui le désirent à soutenir ma candidature à l'élection présidentielle. Soyons déterminés et engagés, car la victoire à cette élection est à notre portée. Un message apprécié par les militants qui repartent mobilisés pour les futures batailles. Je reprends le travail où il avait laissé, à continuer le développement. Là où les zones où on n'a pas pu arriver, il va y atteindre. Je suis venu soutenir mon président. Vraiment, la fête a été belle. Je ne suis pas entièrement satisfait, d'autant plus qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas de problème d'ordre économique. La Côte d'Ivoire a un problème d'ordre politique. Et le problème d'ordre politique, c'est de réaliser la réconciliation nationale avec le retour de tous les exilés politiques et la libération, bien entendu, de tous les prisonniers politiques. À cette investiture, le PDCI a reçu le soutien de plusieurs groupements et partis de l'opposition. Tous appellent à une union. Voilà, Henri Konan Bédié investi officiellement candidat du PDC-RDA. Réaction ? Oui, Arthur ? Vas-y, André, vas-y. Non, j'avais dit d'abord, c'est pas une surprise, c'est déjà confirmé. Vous avez entendu le message du candidat Bédié ? Oui, enfin, on rentre un peu dans des choses, dans des programmes, dans des idées. On sort un peu, même s'il y a une phrase qui a été un peu, à mon avis, maladroite, on est resté sur l'essentiel qu'on attend d'un discours. Enfin, on va parler programme dans ce pays. Et je pense qu'ils ont fait une belle analyse. Hein. Ils ont compris que l'accent sur lequel ils pouvaient frapper, eux, c'était d'abord l'accent de la réconciliation nationale. Et c'est ce qu'il a mis en avant, c'est le premier axe qu'il a défini, parce qu'il sait très bien que parler infrastructure et consorts, ça sera plus difficile. Ensuite, deuxième chose, quand même, on est resté sur des grandes lignes. Quand je prends le domaine qui m'intéresse, par exemple, celui de la défense, il a annoncé une nouvelle loi de programmation militaire sans rentrer dans les détails. On espère que la campagne va permettre de préciser ces idées-là avec des chiffres plus intéressants. Mais c'est quand même globalement un gros challenge parce que l'idée d'une candidature trop personnelle est encore présente dans les esprits. On a l'impression que le président Bédié, il termine encore son discours par le stupide coup d'État de 1999. C'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas encore digéré. Ça, c'est le deuxième problème de la candidature. Dans Konan Bédié, on le voit un peu, c'est clairement l'âge, même si personnellement, je n'ai rien contre l'âge. On se demande quelle campagne il va le faire. Est-ce qu'il pourra faire des meetings comme ça, quelques-uns dans la campagne? Est-ce qu'il pourra faire des émissions de 90 minutes? Voici des questions qu'on se pose. Par contre, il a compris un peu dans son discours en disant qu'il allait être le président d'un gouvernement d'union nationale. Sa plus grande chance pour challenger le président Ouattara serait d'être au-delà du candidat du PDCI. Parce que je reste convaincu que s'il reste que le candidat du PDCI, il a très peu de chances de challenger le président de la République. Mais s'il réussit à être le candidat de l'opposition, il réussit à rassembler surtout les électeurs de ceux qui, à mon sens, ne pourront pas participer aux élections, notamment Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, autour de sa candidature. Ça peut créer une deuxième chose. Dernière chose qui est très importante pour lui, c'est finalement, qu'est-ce qu'il va faire de ces jeunes loups? Parce que le PDC-RDA a réussi quand même à positionner des jeunes maires, des jeunes députés. Si le président du parti, donc candidat, est plutôt âgé,
est-ce qu'il va parvenir à mettre autour de lui une équipe jeune, dynamique, qui pourra porter des messages? Parce que si on le voit et on revoit les mêmes gars qui ont fait l'investiture, c'est-à-dire Bombay, Ouassénan, ça ne va pas parler. Déjà que sa candidature ne parle pas à la jeunesse. Si derrière, on ne retrouve pas certains visages, je pense que ça sera vraiment, vraiment compliqué. Mais s'il corrige certaines choses, on peut espérer avoir un match. Voilà. À la fin. Bon, voilà, on peut, avec cette investiture, on peut être certain, même si on nous dit que c'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher, on peut être certain que le président Henri Konan Bédié sera candidat à l'élection du 31 octobre. Même si également il y a des documents qui ont circulé sur une lettre qu'il a écrite au Conseil constitutionnel, il sera candidat. Et il annonce 4 grands axes, il a parlé d'un axe, 4 grands axes, 6 projets d'envergure, déclinés, je crois, en 140, 146 projets, 133 détaillés. Donc, il est là entré dans les programmes. Il a parlé des recettes fiscales de près de 40 000 milliards, 6 000 milliards. Sur 5 ans. Voilà, sur 5 ans. On entre là dans du concret, dans ce débat que André Sylvain Konan a toujours appelé de son vœu. Et il dit ils n'ont pas de programme. Ils n'ont pas de programme. Bon, voilà, déjà, je disais voilà quelque chose qui commence. On sort des questions personnelles et on entre dans les débats d'idées, dans le programme. Et je pense qu'il faut remercier le PDC et le président Bédié de nous avoir entraînés sur ces débats pour nous sortir des palabres habituelles. Et nous, on est à l'aise. Et je pense qu'André Sylvain devrait l'être aussi. On est content de les attendre bientôt et puis de parler programme. Il a dit qu'il va créer de nouveaux départements. Il a parlé de Ouragayo, de Ouélé. Bon, ça fait plaisir. Et je pense que ça peut faire plaisir, ça peut donner des voix à des gens qui veulent être désenclavés. Mais ça nous renvoie aussi peut-être à l'homme providentiel, au candidat. Il faut aussi que peut-être à un moment, on ait peut-être un plan gouvernemental, comme, je ne sais pas, qui s'impose à tout le monde, une sorte de pilotage qui fait que quand le président vient, qu'il soit Bédié, Mabry ou Ouattara, il y a une base commune pour tout le monde. Un canevas. Il faut peut-être qu'après cette élection, on essaie de travailler sur quelque chose, un plan de développement qui rassure. Tu as lancé pour 2025, on dirait. Enfin, voilà. Effectivement, comme il le disait, ça commence à devenir intéressant, puisque maintenant, des programmes sont en train d'être déclinés. J'ai écouté le candidat Bédié attentivement. Il a dit que son programme s'articulait autour de 4 axes majeurs, avec 26 engagements qu'il veut prendre. Et j'ai noté, parce que maintenant, on a une sorte d'avantage comparatif. Ils ont tous gouverné, donc on peut revenir en arrière pour voir si ce qu'ils disent maintenant là est en concordance avec ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir. Donc je prenais un seul élément, mais quand on verra le programme dans sa globalité, on pourra commenter dans les détails. Avec un peu plus de détails, oui. Donc je prends un seul élément. Le président Bédié a dit que s'il revient au pouvoir à la suite de cette élection, il va faire une réforme profonde de l'éducation. Ça m'intéresse. Profonde de l'éducation pour relever le taux de réussite au bac, qui d'après lui aujourd'hui est à moins de 45%. Et que lui, il ambitionne de remonter ce taux-là à 70%. Ça m'a interpellé. Et donc j'ai été fouiller un peu, quand il était au pouvoir, à quel niveau était le taux de réussite au bac. Et je vous donne les chiffres ici. En 93, on était à 30%. En 94, à 13%. 13. En 95, 24%. En 96, 25%. Et quand il finit en 99, on est à 30%. Donc quand il était au pouvoir, c'est sous ce mandat qu'il y a eu le taux le plus historique, le plus bas historique en Côte d'Ivoire, 13%. Et maintenant, à 86 ans, M. Bédié nous propose, il ambitionne de remonter ça à 70%. Ça, on va faire le débat. Et donc, je suis content que maintenant, on rentre dans les détails et qu'on prenne les programmes du président Ouattara, du président Bédié, de la Finguessan, qui est aussi à son programme, tous les candidats qui sont les programmes, qu'on se retrouve ici maintenant, et je pense que Sylvain aussi sera content, qu'on débatte dans les lignes, dans les détails, ce qu'ils veulent faire. Sinon, sur la question du taux de réussite, quand le président Bédié était au pouvoir, on a connu les taux les plus bas. Et donc, ça, on pourra lui opposer ça. François Konan. Bon, je vais réagir immédiatement sur ce qu'il a dit, parce que moi-même, je suis enseignant. Je sais ce qui s'est passé depuis 90,
où parfois on faisait des années de 3 mois, 2 mois, parce que les opposants criaient des grèves, la fessie, etc. Je crois que ça se justifie nettement parce que c'est tôt, on faisait plus de grèves qu'on allait à l'école. Ça, il faut que... Non, oui. Tu te rappelles qu'en 90, on avait 6 mois à la maison. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à 99, où les violences atteignent le coup d'État, vous voyez qu'en ce moment-là, on peut comprendre aisément. Et puis, pourquoi aller en arrière? Non, je ne comprends pas. Parce qu'on propose toujours, après réflexion, quelque chose de nouveau qu'on propose aux Ivoiriens pour la bonne marche du pays. Et lui, pas les 99, lui, il va en arrière. Non, il ne va pas. Non. Mais j'arrive. Voilà. Moi, ce que je voulais faire noter, c'est le président Bédi n'a pas que défini des objectifs à atteindre, mais il a pris des engagements vis-à-vis du peuple ivoirien. Moi, ça m'intéresse parce que, personnellement, il dit « je m'engage à faire ceci, je m'engage à signer un nouveau pacte social ou bien un nouveau contrat social. » Avec une nouvelle constitution? Non, mais pas forcément une constitution. Mais en termes de réconciliation, je veux avoir un nouveau type de rapport avec le peuple ivoirien qui, jusqu'à présent, est pratiquement en crise. Qu'est-ce qui va caractériser ce rapport avec le peuple ivoirien? La méthodologie. La méthodologie, c'est peut-être, ça a été fait des années. Bon, on peut même faire les états généraux de la société, etc. On peut s'asseoir, on peut discuter. Les programmes ne sont pas encore... Non, mais c'est pas encore... C'est pas encore, on verra après. Voilà, on verra après, il a fait des jets. Mais moi, je remarque que... Pour l'armée, il a été précis, une nouvelle loi de programmation militaire. C'est pas précis. On n'a pas retenu la loi de programmation. Il s'est engagé à faire un certain nombre de choses. Et également, il s'est engagé à faire venir les exilés. On aurait pu le faire aujourd'hui, que le pays ne se porterait pas mal. Bon, mais... Et les prisonniers politiques, c'est des choses qui sont quand même assez fortes quand même quand il les propose, il s'engage à le faire. Le pays doit se réconcilier. C'est sa phrase, ça. Le pays doit se réconcilier. On doit s'entendre comme au temps de Fouet-Boigny pour que, ensemble, on puisse faire le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Attention. Le vivre ensemble. Très bien. André Silver? Alors, oui, c'est vrai que moi, je suis un homme heureux. S'il vous plaît. C'est vrai que je suis un homme heureux parce que, de façon constante, personnellement, j'ai essayé de porter, on ne va pas dire ce combat, mais j'ai appelé chaque fois les hommes politiques à venir avec les programmes. Et sauf erreur de ma part, il y a aujourd'hui deux candidats qui ont inventé leur programme. Mamadou Koulibaly, qui, lui, de façon constante, est resté un homme de programme, et Henri Konan Bédié. Afin Guessan a un projet de programme qui n'avait pas encore été validé, en tout cas, au moment où je demandais à ses équipes, qui n'avait pas encore été... Parce que c'est un dossier que je suis de façon très particulière. Donc, Afin Guessan avait un projet de programme qui n'avait pas encore été validé. J'espère que ce sera fait dans les jours à venir. Je fais remarquer que le président Alassane Ouattara n'a pas de programme. Et on fonctionne jusque-là sur le programme de 2010, qui pour moi n'est plus tout à fait d'actualité. Donc j'attends toujours. Je sais que le ministre Patrick Tachi, par exemple, travaillait sur le programme du Premier ministre, du regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et j'ai cru voir un projet aussi de type de campagne où justement Hachi était chargé donc du programme. Donc on attend toujours le programme du président Alassane Ouattara. Il est important qu'on sorte de ce que j'appelle cette forme de médiocrité. Il est important qu'on relève le niveau du débat politique en venant dans les programmes. Et je vous ai dit que moi, je suis très méfiant vis-à-vis des belles paroles des hommes politiques. Et ce qui s'est passé hier, pour moi, reste encore dans le domaine des belles paroles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je compte faire ça, je compte faire cela, je compte faire cela. C'est bien beau, tout le monde peut le faire, y compris moi-même. Mais le plus important, c'est comment vous allez le faire. Et cette question, on a fini de mener le combat, on va dire, des programmes. Maintenant, on va mener le programme de la faisabilité. Voilà. Et il est important que les porteurs de programmes viennent défendre leur programme devant les électeurs. Comment est-ce que
Henri Konan Bédié va donc réformer, par exemple, l'armée. La programmation militaire, je signale que le président Alassane Ouattara aussi a pris une loi de programmation militaire. J'ai vu quelque part qu'il allait augmenter l'assiette fiscale. OK. Comment est-ce que ça va se faire? Nous sommes à un SMIC à 60 000, si je ne m'abuse. Voilà. Il compte le relever. Combien? À combien est-ce qu'il va le relever? Et quelle sera l'incidence sur les employeurs et autres? Et donc, il est important qu'au-delà donc du fait qu'on dise « j'ai un programme », il est important qu'on mène maintenant le combat de la faisabilité des programmes. Arthur Banga. D'abord, j'étais l'un des rares à ne pas être d'accord avec André quand il parlait des programmes. Je lui disais, calme-toi. Le temps des campagnes sera le temps des programmes. Et je pense qu'aujourd'hui... je n'étais pas d'accord avec toi. Voilà, mais bon, j'ai raison finalement aujourd'hui parce que le temps de la campagne devient le temps des programmes. Et c'est tant mieux, on est tous contents. Il y a deux choses quand même qui sont deux petites fautes quand on est vraiment programme. Programme n'est pas chiffre. Et aujourd'hui, tous les candidats aiment balancer les chiffres. On va dans toutes les hyperbolisations. Hier, le président Bédié a parlé de chômage des jeunes entre 70 et 90%, alors qu'on a eu des 2%, donc on sera toujours dans l'exagération. Moi, sur l'éducation, ce qui m'avait plus marqué, puisque c'est un domaine que je pratique, ce n'est pas tant le chiffre de 70%, moi, ce qui m'avait plus marqué dans ce qu'il avait dit, c'était le retour au civisme. Et je veux dire, le chiffre n'est pas forcément sortons du fétichisme des chiffres. On peut avoir un examen avec 80% de taux de réussite, mais qui en fait ne vaut même pas les 15 ou 20% d'un truc. Donc le plus important dans l'éducation, par exemple, c'est réformer les programmes scolaires, redonner plus de place au civisme, plus de place au droit, puisqu'on veut construire la réconciliation, donner plus de place à certaines valeurs, par exemple, dans nos programmes. Voilà, donc faut pas rester dans l'objectif chiffré, il faut aussi regarder, comme André le dit, la façon de faire, et même il faut plus s'intéresser à cette façon de faire qu'aux chiffres. Parce que quand on me dit qu'on va remonter le SMIC, c'est bien, mais aujourd'hui, combien de personnes déjà touchent le SMIC? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que le plus important aujourd'hui, c'est d'augmenter le SMIC ou c'est de permettre à ce que tous les Ivoiriens qui bossent aient le SMIC? Donc, voici des questions qui ne doivent pas nous payer. Pour aller, deuxième chose qu'il faut, et ça je le regrette, je l'ai déjà dit ici, les candidats d'aujourd'hui vont justement nous amener à faire l'exercice logique que Assalé a à faire, et qui est un exercice qui n'est pas pour moi très profitable dans une campagne. Parce qu'on est plus pour se projeter. Moi, en revoyant Henri Konan Bédié, qui me dit qu'il va parler de liberté, de justice, je ne peux pas m'empêcher de lui dire, mais monsieur le président, en 1999, les gens étaient en prison. Voilà. En revoyant le président Ouattara dire certaines choses, on n'est pas obligé. Donc, ces candidatures-là auront, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Parce que l'élection, c'est plus le rendez-vous des 5 années futures que le souvenir des années passées. Quoique, ce que vous avez fait par le passé peut permettre à crédibiliser ou pas vos projections. Moi, je ne partage pas du tout cet avis. Je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont un avantage. Que ce soit le FPI, il a gouverné, que ce soit le PDCI, il a gouverné, que ce soit le RHDP, il a gouverné. Et donc aujourd'hui, tout ce que M. Ouattara va dire pour les 5 ans à venir, on va le mettre en confrontation avec ce qu'ils ont fait pour les 10 ans qui sont déjà passés. Moi, j'estime que ce débat-là, on ne pourra pas faire l'économie. C'est clair, il faut qu'on le dise. Quand quelqu'un nous dit qu'il va mobiliser 46 000 milliards au niveau de la fiscalité en 5 ans, je suis tenté de voir comment il mobilise cela et retourner en arrière pour voir quels sont les mécanismes qu'il a mis en place. En diminuant le taux, en élargissant l'assiette. On diminue, Donc quand on me dit que moi je vais réformer l'école pour que le taux, parce que dans ce qu'il a dit, c'est une critique contre le RHDP en disant que c'est la médiocrité à l'école. Moi, je vais faire remonter à 70%. Il n'a pas dit ça. Si, il a dit ça. Il a dit ça. Si, il a dit que c'est la médiocrité. Il a dit. Et donc, quand il finit de dire ça, moi, en tant qu'investigateur, je retourne à la période où lui, il a gouverné pour voir, mais à cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais justement, ce que je dis, est-ce que le danger, c'est pas justement nous ramener à chaque fois en arrière? C'est ça que c'est un avantage pour nous, les Ivoiriens, de savoir que les candidats, pour la plupart, ont déjà gouverné. Et donc, on va faire la confrontation entre ce qu'ils disent aujourd'hui et ce qu'ils ont fait à bien gouverner. Allez, merci, monsieur. Non, je vous ai bien entendu, s'il vous plaît, monsieur. Alors, à quelques jours de la proclamation de la liste définitive des candidats, dont Pascal Affi-N'Guessan et Guillaume Soro, ces deux derniers-là, notamment, ont mis la pression sur le Conseil constitutionnel. Les deux ex-premiers ministres auraient déposé 3 requêtes auprès de l'institution, dont l'une demande l'anticonstitutionnalité du scrutin du 31 octobre 2020. Comment vous avez réagi à ces sorties ?
Le scrutin lui-même, Oui. Pas les candidatures. Les candidatures et le scrutin lui-même. C'est clair qu'aujourd'hui, il ne faut pas être à la place du président du Conseil constitutionnel avec tout ce qu'on a comme pression sur le troisième mandat, les requêtes et tout récemment ce qui a fuité sur le président Bédié. Dire le droit, rien que le droit ne sera pas quelque chose d'aisé. Et en plus, quand on regarde l'histoire même de ce Conseil constitutionnel, je pense qu'on en a suffisamment parlé sur ce plateau, c'est normal que ce Conseil constitutionnel-là soit sous pression. Parce que d'abord, valider des candidatures ou pas, c'est quelque chose de fondamental. Donc c'est normal que c'est comme au foot, hein, quand il y a une faute qu'on espère avoir un pénalty, tout le monde court sur l'arbitre. C'est au Conseil constitutionnel de rester professionnel, de dire le droit et de jouer toute sa place dans l'histoire. Parce que justement, s'il y a une institution qui donne de mauvais souvenirs aux Ivoiriens, il faut bien le dire, c'est le Conseil constitutionnel entre 2000 et 2010. Et donc c'est normal que les gens aient cette prudence, c'est normal qu'ils aient cette pression. On espère que cette fois-ci, on n'aura pas des décisions regrettées ou des décisions liées au fait qu'on soit possédé et qu'on aura vraiment des décisions de droit. Déclarer inconstitutionnel le scrutin du 31 octobre, je n'ai pas lu en détail les arguments, mais je me demande si une telle requête peut prospérer. En tout cas, j'en doute. Ça renvoie à la question de report, à la question de transition. Il faut d'ailleurs noter que depuis depuis les premières mesures coronavirus, la question se posait, les gens se demandaient, et si la maladie à coronavirus allait jusqu'à décembre de façon grave, il y avait couvre-feu, comment ça se serait passé, les élections. Dans la période, on devait faire l'enrôlement, on devait faire les cartes d'identité. Il n'avait pas encore été dit qu'on pourrait voter avec les anciennes CENI. Donc, depuis le mois de fin mars, avril, la question a cours. Report, mise en place d'une transition. Et le gouvernement, depuis cette date, avait pris une option ferme et claire. Pas de report, il faut tenir la date constitutionnelle. C'est une date constitutionnelle. En l'absence d'événements majeurs, en l'absence, par exemple, il faut le dire, la Constitution le prévoit. C'est-à-dire que si la liste est publiée au plus tard le 18 septembre, qu'un candidat meurt, on peut reporter l'élection. On peut reporter l'élection, on peut. C'est prévu dans la Constitution. Si en temps, il y a des catastrophes, il y a quelque chose qui arrive, on peut reporter l'élection. Donc, mais en dehors de ça, moi, je ne sais pas. Mais qui détermine? Est-ce que si le Conseil constitutionnel peut déterminer que ça aussi c'est le Conseil constitutionnel qui détermine en liaison avec les structures adéquates, détermine que les conditions ne sont pas réunies, effectivement il peut proposer un report, oui. François Konan. Oui, bon, moi j'ai un petit doute sur la capacité du Conseil constitutionnel d'être neutre. Parce qu'on connaît son histoire, on connaît des gens qui ont été possédés extrêmement du temps, et ça a créé ce que ça a créé. Moi, mon souhait, c'est que pour cette fois-ci, ce Conseil constitutionnel-là se montre professionnel, impartial et juste. En faisant quoi? Mais en disant le droit. En disant le droit. Tout simplement. S'il y a un candidat qui n'a pas le droit à un troisième mandat, qu'ils le disent. Tout simplement, mais c'est ça. Si les autres, il y a des candidats par rapport au parrainage qui ne remplissent pas toutes les conditions. Et par rapport à la démission... C'est vrai la démission du président Bédié du Conseil constitutionnel? Non, j'ai lu une réaction de Maître Suibi. D'accord. Voilà, qui a dit en 3 points ce que le président Bédié a fait. Déjà en 2004, le président Bédié a donné une lettre de démission au niveau du Conseil. En 2004? En 2004. Et deuxième chose, le président Bédié n'a jamais exercé cette fonction. Et troisième chose, le président Bédié n'a jamais perçu d'émolument par rapport à ce travail de membre du Conseil constitutionnel. Donc, lui, il est à l'aise. Et d'ailleurs, il a signalé que l'observation faite par l'avocat du président de la République est une observation qui est venue de façon tardive et qui était irrécevable. Très bien. L'un dans l'autre. Vous avez déjà fini le travail du coup. Oui, Assalé. Écoutez, moi je pense que le
président de la République a été chaque fois constant dessus. L'élection présidentielle, jusqu'à hier, il disait qu'elle se tiendrait le 31 octobre. Les cas dans lesquels l'élection doit être reportée sont prévus par la Constitution. Si les requêtes que les gens ont introduites remplissent ces conditions-là, il va sans dire que le Conseil constitutionnel va reporter. Si ça ne remplit pas, ça ne sera pas reporté. Ce n'est pas des appréciations, j'allais dire, politiciennes qui permettent de reporter une élection. C'est des cas pratiques qui permettent de reporter. Tout à l'heure, François disait, et si on n'est pas prêt, qui décide si on n'est pas prêt? Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel ou bien c'est les politiciens qui décident? Quand on dit qu'on n'est pas prêt, c'est les politiciens qui décident. Le Conseil constitutionnel n'apprécie pas les avis des uns des autres. Et ils prennent leurs décisions sous la base de la loi. Maintenant, sur le cas du président Bédié, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un recours introduit par une institution ou bien par des citoyens pour dire que M. Bédié est membre du Conseil constitutionnel et par conséquent, il ne doit pas être candidat. Mais s'il a fait une lettre de démission en 2004, déjà, ça il tire les conséquences qu'il était membre de droit du Conseil constitutionnel. Et même en juillet 2020, il a fait encore une autre lettre pour dire qu'il renonce à sa qualité de président, de membre de droit du Conseil constitutionnel. Et donc, il ne peut pas dire qu'il n'a jamais, jamais prévalu ce titre. Quand on fait un document pour dire... Donc, il renonce à un titre. Tu dis là, c'est... François Conan, s'il vous plaît. Laisse-moi finir. Mais non, je ne vais pas dire que le Conseil va rejeter sa candidature. Je vais dire que c'est un constat qu'on fait. Quand on fait un courrier pour dire, je vous adresse ce courrier pour renoncer au droit que j'ai d'être président, membre du Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'il savait déjà, qu'il était déjà dans le Conseil constitutionnel. Maintenant, qu'est-ce que le Conseil va décider? On verra. André Silver? Oui, alors, sur cette question, moi, je l'aborde avec beaucoup de crainte. Je vous assure que moi, j'ai beaucoup de crainte. C'est malheureux, mais je ne peux pas me départir de cette forme de crainte que j'ai. Il y a quelqu'un, je crois, Bédié, qui a eu une phrase assassine hier, Bangal a dit, qui était un peu maladroite. Moi, je dirais, la folie, c'est vraiment de faire les mêmes choses et puis d'espérer avoir des résultats différents en citant Einstein. En 2000, il y a eu des exclusions de candidats. Exclusions. Et puis, on a assisté donc à ce qui est arrivé. Il y a eu d'abord une crise post-électorale entre les partisans de Gueye et les partisans de Gbagbo, avec des morts. Par la suite, il y a eu un forum de la réconciliation qui n'a pas empêché donc la rébellion de septembre 2002, dont les motifs ont évolué entre-temps, mais au départ, c'était donc l'exclusion et autres. Alors, aujourd'hui, vous avez le pouvoir RHDP qui travaille dans le sens du maintien de la présidentielle en octobre 2020, sans consensus politique que nous réclamons depuis des mois. Le consensus ne fait du mal à personne. Et refuser le consensus, pour moi, n'a aucune espèce de sens. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on part vers l'exclusion de certains candidats. En l'occurrence, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, qui sont frappés par la disposition sur la condamnation. Des condamnations, mais vraiment expéditives au terme de procès, mais vraiment uniques, comme on n'aurait pas vu cela dans une démocratie. Moi, je dis toujours aux gens, est-ce que vous aurez accepté, vous, qu'on vous juge de cette façon? Est-ce que vous aurez accepté qu'on vous exclue de cette façon? Alors, quand vous voyez le fonctionnement du RHDP, il faut qu'on aille aux élections, on va gagner un coup KO par tous les moyens, et puis après, on fera donc la réconciliation. Et je dis, en 2001, il y a eu un forum de la réconciliation qui n'a pas empêché une rébellion en 2002. Il est vraiment important. En 2010, il y a eu donc cette possession par Yaoundé, par le diable. J'espère vraiment qu'on ne commettra pas les mêmes erreurs en espérant qu'il y ait des résultats différents. C'est pourquoi j'insiste vraiment là-dessus. Il est important qu'on arrive à un consensus avant la présidentielle. Il y a encore du temps. Et ce consensus,
peut être obtenu à travers des discussions inclusives avec la société civile, avec les politiques. Et cette discussion inclusive doit être amenée, portée par le président de la République qui a le pouvoir de la décision. J'en pleure, c'est dire que mon âme est en peine. Je vous assure, il est important qu'il y ait un consensus. On vous a entendu, André Silver. Oui, je voulais dire, l'élection, c'est le 31 octobre 2020. En 2010, c'était aussi un 31 octobre. C'est toujours comme ça. Un dimanche. Oui, c'est constitutionnel. Donc cette année c'est un samedi. En 2010, c'était un 31 octobre, mais un dimanche. Maintenant, je veux aussi dire que le Conseil constitutionnel qui est là est à peu près celui qui était là en 2015. Il a semblé poser moins de problèmes à certains en 2015. Il en pose peut-être plus aujourd'hui. Et la CI qui a été mise en place a été contestée. Elle n'était pas totalement différente de la CI de 2015. Et encore plus, elle vient d'être, je peux dire, labellisée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en dehors des aménagements à faire qui sont en cours. Donc, elle a été authentifiée. Qui doivent être en cours. Je crois que ce n'est pas encore en cours. Oui, qui doivent être en cours. Donc, je peux dire que dans l'absolu, sa mise en place, ou sa architecture qui avait été contestée et dont la contestation avait conduit à un refus d'y siéger, de sorte qu'aujourd'hui, on dit c'est bon, on a mis un en plus, maintenant on veut venir y siéger, alors que si la contestation n'avait pas été faite, les problèmes de mise à jour qu'on a aujourd'hui ne se poseraient pas, et rien ne dit que c'est M. Kuibier qui en aurait été président, parce qu'il y a une dame qui a eu 7 points, elle a failli, elle aurait pu, elle a eu 6 ou 7 points, qu'elle a été candidate, elle aurait pu créer la surprise et tout aurait été possible. Donc je voulais noter ça. Et aussi dire que c'est vrai, le consensus est bon, c'est intéressant, mais n'oublions pas aussi qu'on a pratiquement peut-être tout connu dans ce pays-là. On allait aux élections de 2010 en chantant. On allait aux élections de 2010 sous le même consensus. Et ça donnait quoi? 3000 morts. Parce que le consensus qu'on appelle de nos... C'est ça, 2010, c'était un consensus après Ouaga. On s'embrassait, on chantait, on était contents. C'est ça le problème. Quel genre de consensus il faut? À 2 mois, on va se rencontrer. Je ne sais pas sur quelle base. C'est vrai, on conseille que le gouvernement rencontre à nouveau les candidats, discute. En 2015, ça n'a pas été possible. Bon, on a vu ça ici, tout le monde a soutenu. Le Premier ministre Bani, le candidat Bani, Koulibaly Mamadou, Kakabe, il réclamait un dialogue à l'époque avec le président Ouattara, ça n'a pas marché. Bon, d'autres ont soutenu ça dans ce pays. Mais aujourd'hui, on a interpellé, oui, on veut que le contexte soit apaisé, mais n'oublions pas que le contexte paraissait apaisé en 2010, au point que ceux qui disaient de ne pas aller à l'élection étaient considérés comme des jaloux. Même les gens du FPI qui ont interpellé à l'époque, d'autres qui voulaient aller aux élections à l'époque, étaient considérés comme des gens qui voulaient profiter de la guerre. On ne les a pas écoutés. Donc, il faut aussi, lorsqu'on interpelle, ne pas oublier qu'on a peut-être presque déjà tout expérimenté. Voilà. Arthur Banga. Moi, il y a quelque chose que je ne partage pas forcément dans l'argumentaire d'Ala fait tout à l'heure, c'est mettre 2015, l'élection de 2015 au niveau de celle de 2020. C'est différent. 2015, on n'avait pas d'élection, on n'a pas eu d'élection en 2015. Je veux dire, on n'a pas eu d'enjeu dans les élections de 2015. On avait un consensus politique autour du président Alassane Ouattara dans son RHDP. On avait le camp Laurent Gbagbo qui ne s'intéressait même pas à tout ce qui était processus électoral. On avait quoi? Affi Guessan, qui d'autre comme candidat qui pouvait faire le poids. Mais 2020, c'est différent. Pour vous montrer que 2020 est différent, regardez déjà les élections locales de 2018. Regardez rien que ça. On était au début du divorce entre le PDCI et le RHDP. On n'avait même pas encore un certain intérêt pour le camp Laurent Gbagbo, par exemple, sur ces élections. On n'avait pas encore un certain intérêt pour le camp Guillaume Soro aussi bien. Et en 2020, non, les enjeux sont énormes. Quand on voit tous ceux qui sont intéressés par ces élections-là. Voilà. Ne nous voilons pas la face. Comparer 2015 à 2020, pour moi, c'est faire une grosse erreur de contexte historique. Deuxième chose que je voulais dire rapidement, c'est de dire, tout le monde le dit, il faut, à défaut de consensus, essayer d'abaisser un peu la tension. Voilà. Peut-être par des débats et peut-être par
le fait de venir au programme aussi, surtout par comment sera gérée la situation post-décision du Conseil constitutionnel. Mais il est important que ce rendez-vous de 2020 ne soit pas un autre rendez-vous gâché par la Côte d'Ivoire. On a eu un rendez-vous en 2000 avec la démocratie, on l'a gâché. On a eu un rendez-vous en 2010. On a même réussi le premier pari de ce rendez-vous-là, on l'a gâché. Vraiment, en 2020, il faut qu'on essaie, on tente de ressortir tous grandis de ces élections-là, de vouloir y peser pour permettre à la nation ivoirienne de s'en sortir. Une précision, pour dire que ce n'est pas parce qu'en 2015, le président Bédié était avec le président Ouattara qu'on va ignorer les griefs des opposants de l'époque. Il ne faut pas banaliser et mépriser. Il ne faut pas banaliser et mépriser Koulibaly Mamadou. Il ne faut pas banaliser et mépriser Afin N'Guessan en disant que, comme le président Bédié n'était pas candidat, il est maintenant. Sérieux. Non, pas du tout. Mais c'est ça. Ce que j'ai voulu justement faire ressortir, c'est que il a dit, le président Bédié étant le président Ouattara, en 2015, tout était beau. Mais c'est ça, comme il ne l'est plus, tout est mauvais. C'est le même contexte. Mais justement, c'est le même contexte. Parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres citoyens qui ont contesté le contexte de 2015. C'est pas parce que les gens ne pèsent pas qu'on va dire c'était bon. On vous a bien entendu. Oui, mais alors, c'est pas parce que Monsieur Banga, Alafé Ouattili, François Kona, Assalé, on vous a tous compris. C'est lui qui a pris mon mot. Alafé, il n'y pèse pas. Alafé, ils ne seront pas contents. On vous a bien compris. Merci beaucoup. Alors, chers invités, il ne nous reste plus que 5 minutes pour terminer cette émission. Rapidement, un mot sur l'actualité d'autres candidats. Mamadou Koulibaly, l'investiture de Guillaume Kigbafori Soro et une plateforme mise en place par Mabry Touakeu. Ce mot là-dessus? Écoutez, je pense que c'est de bonne guerre. Chacun affûte ses armes. Mamadou Koulibaly a semblé avoir quelques difficultés pour réunir ses parrainages. Je crois que le Conseil constitutionnel avait retoqué près de 2000 parrainages. 8000 parrainages et qu'il fallait réunir en 48 heures. Manifestement, il a pu le faire et donc on va voir s'il pourra être candidat. Pour ce qui concerne Mabry Touakeu, lui aussi semble-t-il à ses parrainages et donc cherche à créer une autre plateforme de politique pour aller à cette élection-là. Ce qui paraît d'ailleurs curieux puisqu'il a rencontré le président Bédié, il a rencontré le Premier ministre Afin N'Guessan et hier, M. Bédié disait dans son discours qu'il appelait les partis politiques qui le souhaitent à se réunir autour de sa personne pour que l'opposition soit un peu soudée. Mais on voit que manifestement cet appel n'est pas entendu puisque Mabry aussi il y va avec une autre plateforme. Pour ce qui concerne Guillaume Soro, c'est aujourd'hui qu'il fait son investiture. En son absence, bien sûr, mais ça peut se faire. On a vu la dernière fois aux États-Unis avec l'investiture de Joe Biden n'était pas là. Et donc, je veux dire que le Conseil constitutionnel, dans quelques jours, va trancher. Est-ce que M. Soro Diom pourrait être candidat? Est-ce que M. Babo aussi pourrait être candidat? Dans tous les cas, comme Sylvain l'a dit, il faut que la tension baisse et des actes majeurs peuvent être posés pour que la tension baisse, qu'on a à cette élection-là beaucoup plus sereine, plutôt qu'on aille dans la tension et que les appels à la violence se reprennent encore parce que quand le Conseil va se prononcer, on reste persuadé qu'il risque d'avoir quelques mouvements encore dans le pays. D'autres commentaires? Oui, Arthur. Bon, rapidement, je vais prendre 30 secondes pour rectifier quelque chose. Je n'ai pas parlé de raison, je parle d'enjeu. Normalement, il va jouer. Maintenant, pour revenir à la chose, moi, je suis très content que Mamadou Koulibaly puisse participer à ces élections. Parce que je pense qu'il incarne quelque chose. Il participe au débat depuis bien longtemps. Moi, je suis très heureux que lui soit présent. Mabry Touakeu qui s'organise, oui, pourquoi pas. Investiture de Guillaume Soro, mais je reste persuadé quand même que ce sera compliqué pour lui d'avoir l'assentiment du Conseil constitutionnel en ce moment. Dernier truc que je veux dire, pour moi, dans le système à 2 tours, l'opposition n'a pas nécessairement besoin de se ranger derrière un candidat, à mon avis, d'autant plus que voilà, chacun peut être candidat au premier tour, et puis s'ils réussissent, s'ils parviennent à contraindre un deuxième tour, en ce moment-là, ouais, l'union sacrée peut être faite, quoi. Voilà. Voilà, je dis, on peut regretter certaines absences pour l'instant, mais les présences aussi méritent d'être respectées. Comme a dit le docteur, je pense que Mamadou Koulibaly est à suivre. Afi a été déjà candidat, Kakabe, Mabry aussi, Ouattara a été déjà candidat à Bédié en 2010. Koulibaly, Mamadou,
C'est sa première présidentielle, sa première rencontre. Il était candidat en 2015, après il s'est retiré. Il est sorti. Et les Ivoiriens lui reprochent d'être sorti. Est-ce qu'il a été comptabilisé même dans les voix? Je ne sais pas si. Il a été comptabilisé? Oui, comptabilisé, oui, effectivement. Après, il a eu 0,0. Oui, tout à fait. Mais moi, je pense que c'est sa première vraie présidentielle. Et grâce au parrainage, il aura des représentants à peu près partout. Et je voudrais terminer là-dessus pour demander aux partis politiques de tout faire pour avoir les moyens d'avoir des représentants, des scrutateurs intègres, déterminés dans les bureaux de vote, qui compilent les PV et qui permettent d'avoir aussi qu'ils aient peut-être des portables pour filmer, parce que les résultats seront donnés dans chacun des bureaux de vote. Tout à fait. Les résultats seront donnés dans chacun des bureaux de vote. Et c'est l'ensemble de ces résultats que les gens vont compiler. Ça va être difficile de frauder. Il faut s'apprêter pour avoir ces résultats et on va chacun les comptabiliser au lieu de dire la CI Abidjan a fait ceci, au lieu de dire avant que la CI, avant que Kone Mahamadou au Conseil constitutionnel fasse quelque chose, on aura la réalité le 31 octobre au plus tard à 2 h du matin. On aura les réalités du terrain. C'est un mec, il connaît les élections et il va être difficile de tripatouiller. Donc que chacun travaille à cela au-delà de tous les autres débats et des suspicions. Très bien. André Silver, alors, on a vraiment 1 minute pour terminer. Alors, moi, si en 1 minute, enfin en quelques secondes, c'est Dieu nous donne la bonne compréhension. Je vous assure que j'ai beaucoup de craintes. Malheureusement, j'ai beaucoup de craintes. Et parce que tout cela, 20 ans après 2000, on en est encore à des histoires d'exclusion, de commissions électorales contestées. Ça me pose vraiment un réel problème. Et c'est pourquoi j'en appelle encore, avec exagération, c'est vrai, mais j'en appelle encore à un vrai consensus pour nous éviter certaines choses. Parce que vous voyez, Soro, qui est candidat, qui a maintenu sa candidature, dont les partisans se sont réunis pour son investiture, ces partisans n'accepteront certainement pas une exclusion. Les partisans de Gbagbo n'accepteront certainement pas une exclusion. Bref, en termes de perspective, on s'en va pour des contestations que je ne souhaite pas. Après la proclamation des candidats, jusqu'à quand on va continuer à faire ça? Qu'est-ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? Et cette question est vraiment importante. Qu'est-ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? Et donc, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Merci beaucoup à vous, chers confrères, d'être venus sur le plateau de NCI 360 ce soir. Alafé Wakili, Dr Arthur Banga, André Silver Conan, Dr François Conan, Antoine Assaletier Moko. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez poursuivre le débat chez vous. Rendez-vous demain soir sur NCI pour NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.